Ne rien savoir, c'est dangereux. En savoir trop aussi. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle édition de votre magazine d'information sur Afrique Média, la chaîne de télévision panafricaine, Le Monde en 60 minutes. Notre périple de ce 3 novembre de l'an de grâce 2012 nous mènera tout droit en Europe, la vieille Europe, bien sûr, il faut le préciser, le vieux continent. Nous allons faire un petit tour du côté de l'Hollande, à la Haye précisément, où de centaines ou bien de milliers de partisans de Laurent Gbagbo, ex-chef d'État ivoirien, était à la CPI, à la Cour pénale internationale, où ils ont chanté, crié, voleur de président ou encore libéré notre président. Nous allons également faire un petit tour du côté de l'Ukraine, où le chef de l'État sortant est en lice pour se remplacer à lui-même. Et sans oublier qu'aux États-Unis d'Amérique, on est à quelques jours de la présidentielle entre démocrates et bien sûr républicains. Barack Hussein Obama est encore au coude à coude dans les sondages avec le républicain Mitt Romney. Madame, monsieur, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à toutes et à tous. Dans un instant, la première partie qui est réservée au reportage et dans la seconde partie, nous allons nous intéresser à la presse écrite africaine et surtout internationale. Bienvenue à toutes et à tous. Direction la CPI à la Haye, la Cour pénale internationale. Rendez-nous notre président, CPI voleuse de président. Plusieurs centaines de partisans de Laurent Gbagbo ont chanté, dansé et crié mardi devant la CPI à la Haye, alors que la défense de l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo demandait à la Cour sa libération provisoire. Arborant des chapeaux, pulls ou perruques extravagantes aux couleurs ivoiriennes, orange, blanc et vert. Ils étaient environ 600 selon le journaliste de l'AFP et près de 1000 selon les participants eux-mêmes rassemblés sur une pelouse séparée de la Cour pénale internationale par une rue. Sur une pelouse séparée de la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo, ex-président de la Côte d'Ivoire, n'a pas pu comparaître le mardi 30 octobre 2012 dernier à la Cour pénale internationale. L'idée de sa libération provisoire qui était au menu n'a pas été approuvée par le tribunal. Il faut le rappeler que Bensouda, la procureure qui mène l'accusation contre le président ivoirien, était pour sa part également absente. Grâce Nature Tiassa nous donne ici les détails de cette dure journée. Laurent Gbagbo n'a pas comparu mardi à la Cour pénale internationale. L'audience du 30 octobre 2012, programmée par la Chambre préliminaire, a l'effet d'examiner, selon la règle des 120 jours, si le prisonnier le plus célèbre des lieux, le centre pénitentiaire de la CPI, doit être maintenu en détention ou libéré, ne serait-ce qu'à titre provisoire ou conditionnel, s'était déroulé en l'absence du chef de l'État ivoirien, reconnu par la Cour constitutionnelle de son pays. Laurent Gbagbo était représenté par sa défense conduite par son conseil principal à la CPI, l'avocat français Maître Emmanuel Atsi. La procureure Fatou Bensouda, qui mène l'accusation contre le président ivoirien, qui est actuellement dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, n'a pas non plus assisté à l'audience. Dès son réquisitoire, le bureau du procureur a maintenu lors du procès que toutes les raisons qui ont nécessité le refus de sa liberté provisoire le 13 juillet dernier restent valables. L'accusation s'oppose à la libération provisoire de Laurent Gbagbo, arguant qu'il pourrait s'enfuir, entraver l'enquête et la procédure, voire tenter de reprendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Une position soutenue par le bureau du Conseil public pour les victimes qui souhaitent le maintien de Gbagbo en détention. Les victimes refusent la liberté provisoire au président ivoirien au motif que la gravité des crimes pour lesquels le suspect est poursuivi ne permet pas sa mise en liberté momentanée. Des argumentaires battus en brèche par la défense du président ivoirien. L'état de santé de M. Gbagbo conforte son incapacité à s'enfuir, retorque Maître Emmanuel Atsi. Pour ce dernier, le président Gbagbo ne peut s'enfuir nulle part. Plusieurs centaines de partisans de Laurent Gbagbo venus de nombreux pays du monde, ont fait le déplacement à la Haye pour réclamer la libération de leur leader. Il faut le dire que la Cour pénale internationale s'attarde à prêter attention aux problèmes des Africains, particulièrement des chefs d'État, et pointe accidentellement ou presque pas un doigt accusateur sur les chefs d'État occidentaux. Les organismes internationaux se sont intéressés de tout cœur, avec un intérêt particulier bien sûr, à la présidentielle ivoirienne et ont fait de Ouattara, président de la Côte d'Ivoire reconnu par la communauté internationale. Si la démocratie est le pouvoir du peuple,
par le peuple et pour le peuple, ou régime qui donne la souveraineté au peuple, les Ivoiriens ne pouvaient-ils pas décider de leur sort? N'est-ce pas la Cour constitutionnelle ivoirienne qui donne le verdict final à une élection présidentielle? Fort serait de constater que ce sont les Occidentaux qui ont le dernier mot sur les problèmes des Noirs. Dans cette affaire, plusieurs pays occidentaux ont décidé en tout cas d'accueillir l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Koudou Gbagbo. Une question aujourd'hui se pose, où va aller Gbagbo dans les jours à venir? Que pense-t-on de la liberté provisoire puisque les juges de la Cour pénale internationale ont décidé de ne pas libérer M. Gbagbo? Autre chose encore, la question se pose, tout le monde connaît aujourd'hui Laurent Gbagbo grâce bien sûr aux caméras de télévision du monde entier. Alors Gbagbo ne pourrait pas fuir, il ne pourra même pas se cacher. Pourquoi ne pas alors lui donner la liberté provisoire? En tout cas, cette affaire, nous allons la suivre dans les tout prochains jours sur nos antennes. Nous allons prendre cette brève de la Guinée-Bissau. L'armée de Guinée-Bissau a annoncé samedi l'arrestation d'un militaire considéré comme l'instigateur de l'attaque d'une caserne survenue la semaine dernière, présentée par les autorités comme une tentative de contre-coup d'État. Un communiqué confirmant l'arrestation par ailleurs a été lu à la radio nationale. Un autre porte-parole militaire, le capitaine Bouam Bissora, a déclaré que Panson Tchama avait été arrêté avec deux présumés co-instigateurs de l'attaque dans la localité de Bolama, située sur l'île du même nom, dans l'archipel de Bijahogos. L'attaque survenue le dimanche 21 octobre avait fait 7 morts, dont 6 assaillants qui avaient été criblés de balles. Le 7e mort était une sentinelle en position devant la caserne. Durant cette attaque, un groupe de soldats aurait tenté de nuit, il faut le préciser, de prendre d'assaut la caserne des Bérets Rouges près de l'aéroport de la capitale Bissau. L'attaque avait été repoussée après 1 heure d'échange de tirs, puis les assaillants avaient pris la fuite. La Guinée-Bissau, dont l'histoire est jalonnée de coups d'État, est un petit pays d'Afrique de l'Ouest miné par le trafic de drogue, dans lequel des militaires de haut rang sont soupçonnés d'être impliqués. Aucun président n'a jamais mené son mandat à son terme depuis l'indépendance du pays en 1974. Parlons maintenant de la crise malienne. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a quitté lundi Alger, où elle a passé quelques heures après des discussions approfondies sur le Mali avec le président Abdelaziz Bouteflika et qui sont appelés à se poursuivre avec les partenaires impliqués dans la résolution de la crise au nord Mali. Arrivée à l'aube dans la capitale algérienne pour une visite d'une dizaine d'heures, Mme Clinton a rencontré son homologue Mourad Medelzi dès sa descente d'avion, puis a eu des entretiens avec le chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika. Marie Assomtan nous donne les détails dans ce reportage. Arrivée très tôt lundi dans la capitale algérienne, Mme Clinton a eu des entretiens avec son homologue Mourad Medelzi, puis a été reçue en fin de matinée pour des entretiens suivis d'un déjeuner par le président algérien. L'un des principaux objectifs du voyage de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton à Alger était effectivement de convaincre l'Algérie de soutenir une éventuelle intervention militaire internationale dans le nord du Mali. Mais l'Algérie et les États-Unis ont plutôt exprimé leur volonté de poursuivre les discussions au sujet de la crise qui prévaut depuis des mois au nord du pays. Le chef de la diplomatie américaine a effectué une visite d'une journée à Alger, a précisé à l'issue d'une audience que lui a accordé le président algérien Abdelaziz Bouteflika que le suivi des discussions sera assuré par des experts en mode bilatéral dans le cadre de la concertation avec les partenaires de la région, notamment l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et des Nations unies pour essayer de retrouver des solutions à ces problèmes. Dans le même ordre d'idées, Hillary Clinton a révélé avoir eu des discussions très approfondies avec le chef de l'État algérien sur la situation qui prévaut actuellement dans la région du Mali. La visite de la secrétaire d'État américaine en Algérie, la deuxième après celle effectuée en février dernier, intervient à la suite de la première session du dialogue stratégique algéro-américain tenue le 19 octobre à Washington avec pour objectif de donner une nouvelle impulsion à la concertation politique américano-algérienne. Dotée d'une armée puissante, Alger dispose de renseignements et d'une expertise indéniable en contre-terrorisme pour avoir combattu pendant 10 ans le groupe islamique armé dont AQMI est une émanation et d'une influence auprès des Touaregs pour avoir plusieurs fois facilité des pourparlers entre l'État malien et la rébellion.
Puisqu'on est en Afrique du Nord, on y reste pour quelques instants encore pour parler de cette brève pour l'Égypte où 3 finalistes pour devenir patriarches des Coptes. Le clergé et les représentants des fidèles de l'église copte d'Égypte ont sélectionné lundi 3 candidats parmi lesquels le prochain chef spirituel de cette communauté chrétienne inquiète face à la montée de l'islamisme sera choisi dimanche. Les membres d'un collège de près de 2500 religieux et personnalités laïques coptes ont voté tout au long de la journée à la cathédrale Saint-Marc du Caire, siège de cette église orthodoxe, pour choisir ces 3 personnes parmi 5 prétendants, dont 2 évêques et 3 moines. On va parler également de 10 Tunisiens qui sont décédés en pèlerinage. 10 pèlerins tunisiens sont décédés dans les lieux saints jusqu'à la date du 29 octobre dernier, selon une déclaration du conseiller auprès du ministre des Affaires religieuses Ali Lafi Hachems FM précisant. Le docteur Afif Ben Salah, chef de la délégation médicale tunisienne, a estimé qu'environ 500 pèlerins tunisiens n'auraient pas dû recevoir d'autorisation médicale pour accomplir les rites de pèlerinage à cause de leur état de santé fragile. Dora Notio nous donne ici les détails. Environ 10 pèlerins tunisiens sont décédés dans les lieux saints jusqu'à la date de lundi dernier en Arabie Saoudite. Les raisons de ces décès sont essentiellement la fatigue extrême, l'étouffement, cas de crise cardiaque, des cas d'asphyxie ou encore de la déshydratation lors des différentes activités effectuées tout au long du pèlerinage. Jusqu'à dimanche dernier, une centaine de pèlerins tunisiens se sont égarés de leur déplacement entre 2 lieux saints, dont 70 retrouvés et 30 autres jugés disparus selon le conseiller du ministre tunisien des Affaires étrangères, Ali Elenfi. Le sort des pèlerins disparus sera déterminé sur la base des listes nominées, surtout que 85% des pèlerins égarés avaient rejoint leur lieu de résidence. D'un autre côté, le chef de la délégation médicale tunisienne avait estimé que pas moins de 500 pèlerins tunisiens auraient dû ne pas recevoir d'autorisation médicale pour accomplir les rites de pèlerinage. Au total, 11 décès ont été enregistrés cette année, alors que l'année dernière, à la même étape du rite, 19 décès avaient été constatés. On revient en Afrique centrale où des combats ont éclaté en début de soirée le dimanche 28 octobre dernier à Saké dans la région de Nord Kivu, à 27 km à l'ouest de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des tirs à l'arme lourde ont été échangés entre l'armée régulière et les rebelles non identifiés à partir de 21h heure locale, dans 19h heure GMT, a-t-on appris auprès d'habitants de la localité. Un responsable militaire régional interrogé a confirmé ces combats sans identifier les adversaires. On parle aujourd'hui de 23 morts. Grâce Nature Kassa nous fait le reportage. 23 personnes ont été tuées, dont 4 militaires lors des échanges de tirs lundi entre les rebelles et les éléments incontrôlés au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, dans le quartier de Saké, situé à 20 km de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. D'après le porte-parole des FARDC au Nord Kivu, ce sont quelques militaires indisciplinés du régime de Kabila qui ont commencé à tirer, provoquant une confusion. L'insécurité est persistante dans l'est du Congo, où la population vit dans la peur de la prise de la ville de Goma par les mutins du M23 qui combattent les FARDC depuis près de 7 mois. Il faut le rappeler que des violents combats avaient éclaté en début de soirée dimanche dans la même localité entre l'armée régulière et des rebelles non identifiés. Rien ne va plus dans cette région du Kivu, frontalière du Rwanda et du Burundi. Déstabilisée depuis 1994, année de sinistre mémoire où suite au génocide rwandais, le Kivu a accueilli près d'1 million de réfugiés frappés par la guerre de libération de 1996 qui se clôturera en mai 1997 par la prise de pouvoir de l'ex-président congolais Nzé Laurent Désiré Kabila. Cette région est de nouveau ravagée par la guerre depuis août 1998. Les Américains alliés de Joseph Kabila n'hésitent pas à l'appeler la première guerre mondiale d'Afrique. Sous les apparences d'une guerre civile interne, il s'agit véritablement d'un conflit régional qui embrasse toute la région des Grands Lacs. Kabila a reçu l'appui militaire du Zimbabwe et de l'Angola, tandis que les 3 factions rebelles qui occupent près de la moitié du territoire congolais ont le soutien de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. Le RCD Goma, Rassemblement congolais pour la démocratie, branche majeure d'une faction rebelle scindée en 2, est soutenu militairement par le Rwanda
et occupe à partir de l'est du Congo, le nord Kivu, le sud Kivu, le Maniema et une occupation étrangère à laquelle la population locale est de plus en plus hostillée, justifiée officiellement par le souci du Rwanda de sécuriser les frontières contre les attaques des Interahamwe, extrémistes Hutus réfugiés au Congo. Le conflit pourrait s'expliquer par un enjeu économique, l'accès aux gigantesques ressources minières du Congo. Comment comprendre autrement les terribles combats que se sont menés l'Ouganda aux dépens de la population congolaise au mois de juin pour le contrôle de Kisangani, ville du diamant à 600 km des frontières. On reste sur le continent noir. Cette fois-ci, on va faire un tour du côté de la Haute-Volta ou encore le Bénin. Précision faite où l'homme d'affaires béninois Patrice Talon est accusé d'avoir voulu faire empoisonner le président béninois Thomas Boni Yayi avec l'aide de la nièce et du médecin personnel de ce dernier. Patrice Talon est aujourd'hui en fuite. Le mardi 23 octobre dernier, la justice béninoise a délivré contre lui un mandat d'arrêt international. Pour la première fois, le 29 octobre dernier, l'homme d'affaires s'exprime et c'était sur Radio France Internationale. Patrice Talon a confié au micro de Christophe Boisbouvier. Pour l'homme d'affaires, toute cette histoire s'apparente à un canular. Suivons ensemble cette interview réalisée par nos confrères de France, de Radio France Internationale, pour ne pas dire RFI. Patrice Talon, bonjour. Bonjour, M. Babouvier. Vous êtes au centre d'un scandale au Bénin. Vous êtes accusé d'avoir voulu faire empoisonner le chef de l'État. Quelle est votre première réaction? C'est un canular. C'est un canular qui n'est pas le premier, qui n'est peut-être pas le dernier. Vous savez, le ridicule ne tue pas au Bénin. Je suis l'ennemi numéro 1 du président. Et au lieu de construire les choses les plus grotesques pour mettre M. Talon sous cloche, Dieu fasse que le président retrouve ses esprits et qu'il sache qu'après le pouvoir, la vie continue et qu'il retrouve le calme. Alors on va revenir à cette énorme affaire de tentative d'empoisonnement. Mais ce qu'il faut dire d'abord, Patrice Talon, c'est que le président Boni Yayi et vous-même, vous êtes brouillés depuis un peu plus d'un an et qu'avant cette brouille, vous étiez très proches. Est-ce que vous avez sponsorisé les campagnes électorales du candidat Boni Yayi en 2006 et 2011? Je ne vais pas le cacher, c'est réel. J'ai été un sponsor du président Yayi Boni. Comme tant d'autres, je l'ai conseillé, introduit là où j'ai pu pour sa conquête du pouvoir effectivement en 2006 puis en 2011. Après la victoire de Boni Yayi, vous avez décroché de gros marchés, comme la gestion du PVI, le programme de vérification des importations au port de Cotonou. Mais il y a quelques mois, vous avez perdu ce marché. Pourquoi? Pour moi, c'est peut-être une punition. Est-ce pour la même raison que vous avez perdu le monopole sur les importations d'intrants, les engrais, les insecticides dans le secteur du coton? Je peux dire oui que toujours à titre de punition, il a été décidé brutalement d'arrêter l'intervention du privé dans ce secteur qui relève désormais des activités privées au Bénin depuis bientôt 2 décennies. Donc tout a été arrêté du jour au lendemain. Bon, mais ce n'est pas la première fois. J'ai déjà été dans le passé suspendu comme ça arbitrairement pendant 2 ans. J'ai attendu. Vous savez, quand on sait qu'on est bon, on attend le retour de la vérité. Donc je suis habitué. Il faut accepter aussi de connaître ce genre de déconvenus et être patient. Ça, je sais le faire. C'est l'histoire du surintendant Fouquet sous Louis XIV. Vous êtes devenu trop riche, trop puissant? C'est à croire, mais je pense que mon malheur, c'est être des fois un peu trop indépendant, de ne pas mettre ma personne totalement au service de quelque chose auquel je ne crois pas. Trop indépendant, dites-vous. Est-ce que ces derniers mois, le chef de l'État vous a demandé des services que vous avez refusé de lui rendre? Vous savez, c'était un secret de polichinelle. Je vais vous le dire, et tout le monde le sait. Dès que le président Boni a été réélu en 2011, sa principale préoccupation était de réviser la Constitution. Pour pouvoir se représenter en 2016. Voilà, pour rester au pouvoir, se représenter. Donc, le président m'a sollicité pour que j'accompagne son nouveau projet politique en utilisant mes relations, mes moyens pour obtenir auprès de l'Assemblée le nombre de députés qu'il faut pour voter ce genre de modification qui nécessite une majorité qualifiée. Mais j'ai résisté, comme nous sommes quand même des amis, j'ai pu lui faire comprendre que ce n'était pas indiqué, que ce n'était pas faisable et que ce n'était pas bien. Même si j'avais voulu, ça n'aurait pas marché. Parce que le peuple béninois est attaché à sa démocratie. Et donc, j'ai refusé. Mais est-ce que le président ne vous soupçonne pas de soutenir un de ses rivaux potentiels? Mais il me l'a dit. Il m'a dit en face. Vous savez, je suis à un point où je peux dire certaines choses. Vous savez, le président m'a dit un jour, aux dernières discussions que nous avons pu avoir, yeux dans les yeux, Patrice, tu sais, tu cours un risque en me résistant, parce que je suis après tout le président de la République du Bénin. Le président doit être ton père, ton frère ou même ton fils. Il faut savoir qu'un chef d'État peut être dangereux pour toi. Révise ta position et je suis encore là. C'était quand cette dernière conversation? C'était en novembre-décembre 2011. Il y a un peu moins d'un an. Il y a un peu moins d'un an.
Alors revenons à l'affaire judiciaire du moment. Ce qui est frappant dans les déclarations du procureur de Cotonou, c'est le luxe de détail. Il vous accuse d'avoir soudoyé la nièce et le médecin personnel du chef de l'État pour que ceux-ci administrent au président des médicaments toxiques. Qu'est-ce que vous répondez? Vous savez qu'au Bénin, je ne suis pas à ma première accusation. Ça fait la énième accusation de tentative, de déstabilisation, de coup d'État, d'élimination de Yaya Boni par son pire ennemi qui est M. Talon. Vous savez, on a déjà déclaré sur les antennes que M. Talon a détourné 12 milliards de subventions. Puis on a dit après, il est allé braquer les caisses. M. Talon lui-même, en personne, est allé braquer les caisses de la douane. Il a pris 2 milliards dans une fourgonnette, il est parti. Ça a été dit par le gouvernement. Puis après, ce canular aussi est passé. Après, on a dit tentative de coup d'État, de déstabilisation. Ça a été dit par le président lui-même le 1er août dernier. Puis, on finit par dire, là, ça y est, il veut tuer le président. Et il a organisé, avec son médecin, sa nièce, était telle personne, il faut le mettre la main dessus. Je suis parti de Cotonou il y a un mois par la brousse. J'ai fui parce que le haut commandement a été instruit, militaire, a été instruit par le président de m'arrêter il y a un mois. Et heureusement qu'on m'a appelé, on m'a dit, partez du pays tout de suite parce que dans 1 heure ou plus tard, on viendra vous chercher. Donc, ce qui est surprenant, ce n'est pas le fait qu'on m'accuse d'une énième tentative de coup contre Yaya Boni. Ce qui est surprenant, c'est le caractère ultra grotesque de ce scénario. Alors, cela dit, on imagine que comme vous étiez très proche du chef de l'État, vous avez croisé très souvent la nièce et le médecin personnel du chef de l'État. Je connais bien tout ce monde-là. Très bien, tout le monde le sait. Est-ce que vous avez rencontré la nièce du chef de l'État le 17 octobre dernier dans un hôtel de Bruxelles? Le nombre de personnes, membres de sa délégation qui me fréquentent, et lors de la visite du président Yaya Boni donc à Bruxelles, le nombre de personnes qui sont venues me voir, c'est bien au-delà de ce qu'on cite et ils le savent très bien. Et c'est pas la première fois. Vous savez, une telle relation ne manque pas de tentatives, de conciliation, de réconciliation. Dites-lui telle chose, faites ceci pour échapper à ça. Donc, c'est un quotidien. Et dites-vous aussi que je suis parfois demandeur aussi, parce que c'est pas facile quand on n'est pas bien dans son pays, on n'est pas bien avec le chef. On essaye par tous les moyens que les choses ne restent pas là. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que depuis une semaine, 3 proches du président, dont sa nièce, sont inculpés pour tentative d'assassinat et sont en prison. Est-ce que vous pensez qu'ils ont réellement tenté d'empoisonner le chef de l'État? Mais non. Maintenant, quel est le scénario des manipulations de qui, de quoi? Bon, j'ai mon idée là-dessus, mais c'est pas dans nos habitudes au Bénin, ce genre de choses. Mais alors s'ils n'ont pas comploté contre le chef de l'État, sont-ils les complices du pouvoir dans une machination contre vous-même? Vous savez, tous ceux qui connaissent ce président savent qu'il peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui pour arriver à ses fins. C'est triste. Je ne vais pas dire plus. Ce n'est pas la première fois que je suis victime de manipulation. Un mandat d'arrêt international est lancé contre vous. Est-ce que vous craignez d'être arrêté dans un pays de refuge et d'être livré aux autorités béninoises? Vous savez, je compte bien sûr, dans tous les cas, répondre aux accusations. Ceux qui me connaissent me jugent parfois de téméraire, mais je ne suis pas casse-cou. Je prendrai donc les précautions juridiques à m'apporter pour répondre aux accusations, mais sans mettre ma vie en danger. C'était là Patrice Talon, le PDG de Bénin Control, qui est aujourd'hui accusé de tentative d'empoisonnement du chef de l'État béninois Thomas Boni Yayi. Il est aujourd'hui en fuite. Il dit qu'il est aujourd'hui l'ennemi public numéro 1. Et vous le savez bien sûr, la nièce et le médecin du chef de l'État béninois Thomas Boni Yayi sont actuellement accusés de tentative d'empoisonnement et ils ont été incarcérés. Quant à Patrice Talon, aujourd'hui un mandat d'arrêt international a été délivré pour l'arrêter à tout prix. Et tout à l'heure, je parlais également de la Haute-Volta. La Haute-Volta, c'est tout simplement le Burkina Faso et le Dahomey. C'est aujourd'hui le Bénin. Petit tour du côté du Sénégal où 7 mois après la nomination du Premier ministre Abdoul Mbaye par Macky Sall, premier remaniement ministériel d'envergure au Sénégal. Le gouvernement passe de 26 à 31 membres et les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères changent de main. Remanié par Macky Sall lundi 29 octobre dernier, le gouvernement sénégalais prend de l'ampleur. Il passe de 26 à 31 membres, y compris le Premier ministre Abdoul Mbaye, avec le départ de 7 ministres et l'arrivée de 12. Les changements les plus notables concernent l'intérieur. Mbaye Ndiaye est remplacé par le général et ex-commandant de la gendarmerie Pathé Seck, et les affaires étrangères où Alioune Badara Cissé cède la place à Mankeur Ndiaye, précédemment ambassadeur du Sénégal en France. Et les militaires ayant mené le putsch d'avril dirigé par le chef d'état-major des armées, le général Antonio Ndiaye, avaient ensuite rendu le pouvoir à des hommes politiques. Un accord avait été signé pour la mise en place d'autorités de transition. Là, je parle bien sûr du côté de la Guinée-Bissau.
On quitte le continent noir, direction le vieux continent où on parle bien sûr de l'Ukraine avec le parti du président qui est en tête des législatives. Le parti du président arrive en tête des législatives en Ukraine, suivi par l'alliance d'opposition proche de l'ex-premier ministre emprisonné autant pour moi, Yulia Tymoshenko, mais il n'est pas encore sûr de remporter la majorité selon les résultats partiels disponibles. Les résultats officiels portant sur le dépouillement des bulletins dans 50% des bureaux de vote pour les sièges repartis à la proportionnelle 225 sur un total de 450 donne 35% de voix au parti des régions, 22% à l'alliance d'opposition Batchkitchina et 15% aux communistes. Le parti d'opposition Oudar du célèbre boxeur Vitali Klitschko a obtenu 13% et la formation nationale Svoboda Liberté 8%. Le parti du footballeur vedette Andrei Shevchenko n'a récolté lui que 1,7% des voix, très loin du seuil des 5% nécessaires pour entrer au Parlement, selon ces chiffres annoncés par la Commission électorale nationale, pour ne pas dire centrale. Dora Noutio, reportage. Comme le laissaient présager les sondages ces dernières semaines, l'opposition ukrainienne n'aura pas réussi à renverser le gouvernement dirigé par le président Viktor Yanukovych. Avec environ 30% des voix, le parti des régions reste la principale force politique du pays. Et grâce au scrutin majoritaire à un tour, devrait être en mesure de conserver la majorité au Parlement ukrainien. Malgré l'incarcération de Yulia Tymoshenko, l'opposition unie obtient un score honorable et avait environ 25% des suffrages. L'opposition unie Ma Patrie arrive donc loin derrière en deuxième position. L'Occident a regardé ces élections jugées comme un test pour la démocratie de très près. Il est vrai que dans chaque bureau de vote, les autorités avaient installé des webcaméras pour garantir la transparence du vote. Mais l'opposition et les ONG chargées de la surveillance du scrutin dénoncent le fait que le dépouillement des bulletins n'a pas été filmé. La surprise de ce scrutin, c'est l'entrée au Parlement des nationalistes du parti Novoba, connus pour leurs slogans racistes et homophobes, mais qui jouissent d'une popularité en raison de leur radicale opposition au camp présidentiel. Cette semaine également, l'ouragan Sandy a chamboulé la fin de campagne électorale aux États-Unis d'Amérique. 28 personnes ont été tuées aux États-Unis et au Canada en raison des vents violents et des fortes inondations provoquées par l'arrivée du cyclone Sandy dans la nuit du 29 au 30 octobre dernier. Barack Hussein Obama a décrété mardi 30 octobre l'état de catastrophe majeure dans l'État de New York et 8 comtés de l'État de New Jersey. Une décision qui rendait les fonds fédéraux disponibles pour les zones concernées, en particulier les aides pour des logements temporaires et des réparations. L'ouragan Sandy, qui paralyse le continent américain depuis près de 2 semaines déjà, poursuit sa course folle aux États-Unis à quelques jours seulement de la présidentielle. Les candidats à la Maison-Blanche ont interrompu leur campagne pour venir en aide aux sinistrés. L'ouragan Sandy, qui est devenu un cyclone post-tropical, a déjà fait plus de 80 morts dans le continent américain. Maria Somta nous donne les détails. Le nord-est des États-Unis reprenait doucement ses esprits mercredi après le passage de l'ouragan Sandy qui a coûté la vie à une 50aine de personnes aux États-Unis et causé de très importants dégâts matériels. Les stigmates laissés par le passage dévastateur de Sandy étaient encore bien visibles dans la ville de New York. 2 jours encore après le passage de l'ouragan dans le pays, les transports restent très difficiles. Tout de même, 2 aéroports internationaux new-yorkais, précisément John Kennedy et Newark Liberty, ont pu rouvrir mardi matin leurs pistes d'atterrissage aux voyageurs. Air France également a pu reprendre ses vols vers Washington et ceux vers New York devaient être rétablis dans la journée de mercredi. Des autobus totalement pris d'assaut par les New-Yorkais qui tentaient de regagner leur lieu de travail ont également repris leur service mercredi. L'ouragan Sandy a également atteint le nord de Manhattan, où sillonnent des milliers de taxis jaunes, des camions de livraison et des petits vendeurs ambulants d'alimentation qui ont repris progressivement leur place sur le tronçon. Le métro new-yorkais, quant à lui, partiellement inondé au passage de l'ouragan, est entré en fonctionnement jeudi. La traditionnelle parade prévue à New York pour une soirée d'Halloween a quant à elle été annulée, le trajet de l'événement étant en partie privé d'électricité, une première en 39 ans d'existence. L'ouragan Sandy n'a pas seulement causé des dégâts matériels, mais également politiques, car la campagne de Barack Obama a été suspendue depuis lundi.
À moins d'une semaine de la présidentielle, le président sortant Barack Obama a suspendu sa campagne. Il s'est recueilli auprès des sinistrés. Il est descendu mercredi dans le New Jersey, l'un des États les plus touchés par le cyclone, où il a rejoint le gouverneur républicain Chris Christie pour inspecter les dégâts, parler aux résidents et surtout remercier les services d'urgence qui ménagent d'efforts depuis l'arrivée de Sandy. Les dégâts causés par cet ouragan sont qualifiés d'inimaginables par le gouverneur du New Jersey et les experts estiment le coût des dégâts de Sandy à plus de 20 milliards de dollars. Le candidat Mitt Romney, de son côté, dépourvu de toute fonction officielle, tentait d'occuper le terrain auprès des sinistrés avec son épouse. L'ouragan Sandy s'est formé dans les tropiques de façon assez classique, explique le climatologue au Centre européen de recherche et de formation, avancé en calcul scientifique. Il s'est renforcé au large des côtes américaines en entrant en contact avec une descente d'air froide au pôle Nord. Selon le climatologue, c'est assez classique car la probabilité que le phénomène survienne n'était pas rare. Le parcours de Sandy est en revanche moins courant. Une haute pression sur la mer de Labrador a bloqué la remontée du cyclone vers le nord-ouest, poursuit-il. Le parcours de l'ouragan devenu cyclone s'est ainsi incuvé et est entré dans les terres au lieu de poursuivre sa route le long des côtes. L'ouragan Sandy est passé en système post-tropical, n'étant désormais plus considéré comme tempête tropicale. Le coup de massue est passé. Les jours de Sandy sont comptés. Merci à Marie Assomta pour tous ces détails. Cette brève qui nous vient de l'Israël, le Likoud de Netanyahou a approuvé cette semaine l'alliance électorale avec Lieberman. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reçu lundi soir l'approbation massive de son parti, le Likoud, qui est un parti de droite, en faveur d'une liste électorale commune avec la formation ultranationaliste du chef de la diplomatie, Avigdor Lieberman. Une écrasante majorité des 1600 délégués présents sur 3700 à la convention du Likoud réunie à Tel Aviv, dans une ambiance fiévreuse, a approuvé à main levée cette alliance électorale avec le parti Israël Beiteinu au cri de Bibi. Bibi, c'est le surnom du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Madame, Monsieur, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Afrique Média, la chaîne de télévision panafricaine, et c'est votre magazine d'information, Le Monde en 60 minutes, dont la deuxième partie est réservée à la presse écrite. Ensemble, nous allons feuilleter quelques pages des journaux et quotidiens africains, et sans oublier les quotidiens internationaux. C'est tout de suite, c'est maintenant. Là, en raison de quelques problèmes ne dépendant pas de notre volonté, nous allons commencer cette revue de la presse par la journée de mercredi dernier. Et ça, il faut que nous le précisions. Mercredi dernier, déjà, au Congo-Brazzaville, le quotidien Les Dépêches de Brazzaville s'interrogeait déjà quelle stratégie pour relancer l'évacuation du bois par le réseau national. À cette question, le quotidien répond en indiquant que les forestiers exerçant dans la Sangha et la Likwala recherchent la solution de transport de bois qui leur reviendrait moins cher. Une étude portant sur les conditions de retour du bois du Nord Congo par le port de Pointe-Noire, qui porte sur ce diagnostic, a été présentée le 30 octobre dernier à Brazzaville en présence de plusieurs ministres des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Rodolphe Adada. Au Tchad, c'était la reprise de la grève sèche qui faisait la une du journal du Tchad qui indiquait que les principales centrales syndicales ont décidé de durcir le ton. Selon leurs dirigeants qui ont été rencontrés par nos confrères, il n'y aura plus de négociations avec le gouvernement tchadien tant que les autorités de N'Djamena n'auront pas annulé les mesures punitives imposées à certains travailleurs en raison de la grève. On quitte le Tchad où les mêmes causes faisant les mêmes effets en Centrafrique, c'était plutôt les syndicats des conducteurs de bus et de taxis qui menaçaient. La date butoir fixée par eux au gouvernement centrafricain est arrivée à expiration le mercredi 31 octobre dernier. Le quotidien relevait qu'à cette date, le gouvernement centrafricain se doit de procéder illico à la réfection des routes et autres ponts défectueux de la capitale centrafricaine, sinon c'est la grève. C'est ainsi qu'en avait décidé l'Assemblée générale du syndicat des conducteurs et receveurs de bus et taxis tenue le 26 octobre dernier.
Nous sommes allés en Côte d'Ivoire mercredi pour fouiller quelques journaux. Le journal Le Nouveau Courrier, qui a la passion de l'info et le sens de l'histoire, est revenu mercredi sur le réexamen de la détention à La Haye de Laurent Koudou Gbagbo, un réexamen du dossier pour une liberté provisoire de l'ex-chef d'État qui a encore été rejeté. Le quotidien faisait le film d'une audience tendue à la Cour pénale internationale à La Haye. C'était mardi. Le Démocrate, autre quotidien ivoirien, faisait savoir qu'à propos du procès de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, que c'était chaud mardi à La Haye, avec les 600 à 1000 partisans de Laurent Gbagbo qui criaient tout simplement « Rendez-nous notre président, CPI voleuse de président ». Le quotidien Le Temps, qui est également un quotidien ivoirien, faisait savoir que l'avocat de Laurent Gbagbo n'a pas manqué de souligner les détails troublants aux juges de la Cour pénale internationale, d'où la une du journal ivoirien Les Vérités de Maître Altit. Maître Altit qui s'est confié au quotidien ivoirien Notre Voix. Si Gbagbo n'est pas libéré, c'est une prise d'otage. Notre Voix a noté qu'il était de 1000 à 1200 les supporters de Laurent Gbagbo à La Haye qui criaient « Rendez-nous notre président ». Même son de cloche à la une de LG Info qui nous faisait savoir mercredi que des centaines d'Ivoiriens ont crié aux juges de la CPI mardi « Rendez-nous notre président ». Le journal notait que Gbagbo et Bensouda étaient absents et que c'était un clash entre Maître Altit, l'avocat de Laurent Gbagbo, et surtout l'accusation. On quitte la Côte d'Ivoire pour l'Algérie où le quotidien d'Oran avait pour une mercredi marché des devises, coup de pouce aux cambistes. Le journal indiquait que le marché parallèle de change des devises a été de nouveau mis à l'index par le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Lagzaki, qui a insisté mardi dans sa réponse aux questions des députés relatives au rapport de conjoncture de 2011 sur l'illégalité et l'interdiction de ce genre de marché noir. Mais pas seulement, il annoncera un parallèle des mesures incitatives proche du profit des bureaux de change exerçant en Algérie et aux ménages pour les encourager à recourir au marché légal des devises. C'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du quotidien d'Oran qui est un journal ouranais et un journal algérien cette semaine. El Watan, autre journal algérien, dans sa parution de mercredi titrait « Reconnaissance des crimes coloniaux français ». Chérif Abbas recadre le débat. Le journal algérien indiquait qu'après la déclaration en début de semaine de Farouk Zentini qui demandait à la France de se repentir pour les crimes coloniaux, Chérif Abbas, ministre des Moudjahidines, est intervenu mardi pour atténuer les propos du président de la Commission des droits de l'homme. Le quotidien notait qu'il est curieux que ce genre de chassé-croisé entre les responsables algériens sur la question de la repentance ou des excuses officielles de la France sur la longue nuit coloniale et les exactions qui l'ont jalonné interviennent à quelques semaines de la visite d'État que doit effectuer le président français François Hollande en Algérie. Toujours sur le continent noir, à Madagascar, la grande île, les forces de l'ordre ont investi l'université d'Antananarivo. Après une semaine d'accalmie, cette université a renoué avec la violence, rapportait Midi Madagascar mercredi dernier, qui relevait que c'était une chaude matinée qui a empêché toute activité aux alentours d'Ambo Itzana. Pneus de voitures et bacs à ordures en feu, des blocs de pierre obstruant le passage de part et d'autre de la route, un embouteillage monstre, attroupement ici et là. C'est en quelques mots l'état dans lequel se trouvait le campus universitaire d'Antananarivo. Les étudiants issus de l'association pédagogique au sein de cette université ont tenu une manifestation afin de revendiquer leur bourse d'études qu'ils n'ont pas perçue depuis 5 mois aujourd'hui. Non loin de là, à Maurice, 104 788 Mauriciens sont diabétiques. C'est ce qu'a révélé le ministre mauricien de la Santé, Lormus Bundo, en réponse à une interpellation de la backbencher rouge Stéphanie Anquetil au Parlement mardi après-midi et que rapportait le quotidien Le Matinal mercredi. De cette liste en date d'octobre 2012, on dénombre 104 432 cas de diabète de type 2 et 356 cas de type 1. Les cas de prédiabète sont exclus des statistiques susmentionnées, a noté le quotidien mauricien Le Matinal.
On continue cette revue de la presse avec les journaux africains, ce qu'on nous ont rapporté au cours de cette semaine qui s'achève et surtout les sujets qui les ont intéressés. On commence donc avec la journée de jeudi au Mali où le quotidien national d'information L'Essor indiquait que le projet BCI entend améliorer les techniques de production et la qualité du coton, préserver la santé et la sécurité des producteurs, accroître leurs revenus et préserver l'environnement dans lequel le coton est cultivé. Le journal malien notait que le directeur national de l'agriculture a présidé mercredi à l'Olympe International Hotel la cérémonie d'ouverture de la réunion du Conseil national des parties prenantes du projet Better Cotton Initiative au Mali, en abrégé BCI ou bien BCI, d'où la une de l'Essor, culture du coton, des pistes innovantes. Au pays des hommes intègres ex-Olvolta, le quotidien indépendant d'information générale du Burkina nous faisait savoir mercredi que la direction régionale de l'enseignement de base et de l'alphabétisation en abrégé DREBA de la boucle du Mouhoun a tenu son premier conseil de rentrée de Nouna dans la Kossi le 24 octobre dernier. Les inspecteurs des chefs des circonscriptions d'éducation de base de la boucle de Mouhoun étaient tous présents. Le journal notait que cette année, cette localité aura plus de 530 classes sous paillote. Au Bénin, la nouvelle tribune indiquait, parlant du Mali, que le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a estimé mardi que la supériorité viendra, il faut le dire, de l'aviation lors de la future intervention militaire de la CEDEAO au Mali contre les islamistes qui en contrôlent le nord. Ce n'est pas le général sur le terrain qui fera la différence, a souligné Guillaume Soro, qui est le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, lors d'une rencontre avec l'association de la presse française, rapportait le quotidien La Nouvelle Tribune mercredi. C'était jeudi, autant pour moi. El Hadji Mansour Sy, ministre sénégalais de la fonction publique, du travail et des relations avec les institutions, a fait savoir aux Sénégalais les grèves payées, c'est fini. C'est ce que rapportait en tout cas le quotidien sénégalais Sud Quotidien jeudi matin. Le journal sénégalais indiquait que l'audit de la fonction publique, indemnité indue, salaire de magistrats, protection salariale et sociale universelle, Sud Quotidien notait que le ministre sénégalais n'a éludé aucune question dans le cadre de cet entretien qui s'est déroulé la semaine dernière avec le journal sénégalais. Faisant l'état des lieux du secteur après 12 années de gouvernance, les libéraux El Hadji Mansour Sy parlent d'une fonction publique déstructurée par l'ancien régime. Le ministre annonçait un assainissement de la fonction publique sénégalaise par un audit physique et biométrique, mais aussi équité oblige, une annulation de toutes les indemnités indues distribuées ça et là au gré des décrets de l'ancien président sénégalais Maître Abdoulaye Wade. C'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du quotidien sénégalais Sud Quotidien. En Algérie, le quotidien d'Oran n'a pas cessé de s'interroger jeudi, commençant par sa grande une. Que reste-t-il de nos amours de novembre? Telle était la grande interrogation de nos confrères du quotidien d'Oran. Sont-elles fanées ou bien le temps a envahi leur fragrance? Autre question que se posait encore le journal. Le journal notait qu'il ne reste rien ou presque, si quelques souvenirs d'histoire chez certains, une affaire occasionnelle chez beaucoup d'autres humains dans le monde aujourd'hui. Vendredi, et comme tous les vendredis, nous nous sommes spécialement intéressés aux journaux européens, commençant par les journaux français, pour ne pas dire les quotidiens, dont le quotidien Libération qui avait pour grande une vendredi, victime de Mera, l'hommage de François Hollande et Benjamin Netanyahu. Photo à la une, vous voyez les deux présidents, pour ne pas dire du côté gauche, le président français qui est tout simplement François Hollande, et le côté droit, c'est tout simplement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le Premier ministre israélien, ils ont honoré jeudi à Toulouse la mémoire des 7 Français tués en mars par Mohamed Merah. Pour le Figaro, Hollande a été mis en garde par ses amis socialistes sur ses couacs, son impopularité et l'absence de cap. Le journal indiquait qu'inquiet des mauvais sondages, les ténors du PS demandent au chef de l'État français qu'il précise à nouveau sa politique et l'explique aux Français. Le Figaro n'a pas manqué de souligner vendredi pourquoi Barack Obama peine à distancer le républicain Mitt Romney dans les sondages. Le président sortant donné gagnant de peu dans les sondages est lâché par ceux qui avaient largement contribué
à sa victoire en 2008 et qu'il avait rendu assez populaire avec son slogan de campagne « Yes, we can ». Le Monde, lui, notait que l'ouragan Sandy et l'Agence fédérale des secours d'urgence ont ravivé le débat sur les services publics. Un sujet qui divise profondément le pays. D'où la une du quotidien Le Monde, au cœur de l'élection américaine, le rôle de l'État. Le quotidien de la capitale française, Le Parisien, s'interrogeait « Y a-t-il trop de radars inutiles ?» et nous disait que selon l'association, 40 millions d'automobilistes, un radar routier sur 2 n'aurait aucune utilité pour améliorer la sécurité routière. En revanche, ces appareils permettraient à l'État français d'encaisser un joli pactole. Le ministre français de l'Intérieur, lui, affirme qu'ils ont déjà permis à sauver 36 000 vies. Le journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité, parlait de mariage pour tous, tout parents, et faisait savoir que le projet de loi doit être examiné au prochain Conseil des ministres. Un progrès de société qui mérite d'être prolongé. Parlant de questions de société, le quotidien catholique donne la parole aux évêques. On parle là du quotidien La Croix. Et bien sûr, les projets de réforme sur le mariage pour tous, l'euthanasie et la bioéthique inquiètent. Réunis à Lourdes dès samedi, les évêques comptent le faire et pour ne pas dire comptent se faire entendre. On quitte la France pour la Suisse où le quotidien Le Matin nous disait, parlant des services auto, que des députés de 2 cantons épinglés par la Confédération pour générer chaque année du profit à hauteur de plusieurs millions de francs demandent des comptes. Le journal notait que le préposé fédéral à la surveillance des prix exhortait les cantons dont les services des autos génèrent le juteux bénéfice à baisser les montants de leurs prestations, pour ne pas dire de leurs émoluments. Toujours en Suisse, le quotidien vaudois 24 heures qui célèbre encore cette année 2012 250 ans d'existence nous faisait savoir que des dentistes vaudois sont mystérieusement menacés. Le journal notait que 6 praticiens ont reçu une lettre de menace. Une ou plusieurs d'entre elles contenaient même une balle de pistolet. Des plaintes ont été aujourd'hui déposées. On quitte la Suisse pour la Belgique où le quotidien La Libre Belgique nous disait que Bart de Wever est pris dans le piège anversois. Le président de la NVA peine à traduire sa victoire électorale en succès politique alors que le monde politique anversois attendait sa note de formation promise avant la fin de la semaine. Le président de la NVA a effectué une visite éclair dans la soirée gay de la métropole flamande, écrit le journal. Mercredi à minuit tapant, il a fait irruption derrière les platines de la discothèque Red and Blue et a lancé le morceau Happiness qu'il avait fait brutalement couper le soir des élections pour pouvoir tenir son discours de victoire. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du journal belge La Libre Belgique qui faisait également savoir que le nouvel écrin de Louvre à Lens, c'est tout simplement ça. C'était à lire en tout cas dans les journaux européens vendredi dernier. Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle divine qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Et comme vous le savez, l'histoire comme la vérité ne peut pas satisfaire tout le monde. Il faut donc chercher à savoir. Car connaître pour savoir et connaître, tel est le caractère principal de la science suprême connaissable. Car celui qui veut connaître pour connaître, il choisira de préférence la science parfaite, c'est-à-dire la science du connaissable par excellence. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Le Monde en 60 minutes. Restez sur Afrique Média. L'information est en continu sur notre chaîne. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.